lors du passage des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle, ils vont, ils vont être face à plusieurs obstacles. Pourquoi? Ça, c'est naturel et on doit l'expliquer. On sait très très bien que dans un sperme qui est de, si vous voulez, ou bien dans le sperme qui est de 3 millilitres de quantité, on a environ, si vous voulez, 300 millions spermatozoïdes. Tous ces 300 millions de spermatozoïdes, ils vont en quelque sorte euh, essayer d'arriver à cet ovocyte pour la féconder. Mais en réalité, on n'a qu'un seul spermatozoïde qui va y arriver à féconder cet ovocyte. Et là, et la question, pourquoi? Ben, c'est ce qu'on appelle la sélection. C'est la sélection des spermatozoïdes qui se fait naturellement et qui va empêcher des millions et des millions de spermatozoïdes à arriver au niveau de l'ovocyte, car un seul pourra féconder l'ovocyte. Première barrière, on a, c'est au niveau, si vous voulez, du vagin. Dans le vagin de la femelle, vous avez une acidité qui est très très importante, et cette acidité, elle va donc empêcher beaucoup de spermatozoïdes de vivre ou bien de, si vous voulez, c'est-à-dire d'arriver à continuer le chemin. Ensuite, on a aussi, donc cette acidité normalement est induite ou bien est grâce à ce qu'on appelle des bactéries. Ce sont des lactos, des bactéries lactiques qui vont donner de l'acidité dans le vagin, qui se trouve naturellement dans le vagin. Maintenant, première barrière, c'est le col. Donc on a le col qui se trouve ici, entre, si vous voulez, le col qui se trouve ici entre le vagin et la cavité utérine, et qui va empêcher aussi la pénétration des spermatozoïdes. Seulement quelques spermatozoïdes arriveront donc à passer. Sans oublier qu'on a des spermatozoïdes qui ont des anomalies. Il y a des spermatozoïdes qui n'arrivent pas à bouger normalement, qui tournent sur eux-mêmes, des spermatozoïdes qui sont immobiles, d'autres qui ont des problèmes, si vous voulez, de forme, etc. etc. Et et c'est là où on commence à sélectionner naturellement le bon spermatozoïde. Donc les spermatozoïdes, le meilleur spermatozoïde en quelque sorte, qui a la meilleure capacitation, pourra donc donc pourra pénétrer et franchir en quelque sorte après par la suite les différentes étapes. Deuxième étape, ce sera donc ce qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est une sorte de réseau protéique et qui forme un chevauchement, si vous voulez, de filaments qui ne laissent pas passer les différents spermatozoïdes. Il faut dire que avant la période de l'ovulation, si vous voulez, cette condensation ou bien ce chevauchement, si vous voulez, ou bien cette, cette coiffe en quelque sorte de filament ne va pas laisser les spermatozoïdes à passer. Ils vont être bloqués. Maintenant, lors de l'ovulation, la forme de ce réseau protéique et de filaments, il va changer grâce à, si vous voulez, le mucus, il va changer de forme. On aura un épaississement de filaments de la glaire cervicale qui va laisser, lors de l'ovulation, c'est-à-dire durant 1 à 2 jours, 24-48 heures, vous aurez cette forme qui est un petit peu bien claire, qui laisse un petit peu le passage pour quelques spermatozoïdes à passer. D'autres spermatozoïdes qui se trompent de voie et qui vont rentrer dans les cryptes au niveau de ce col,
et les autres, quelques-uns, donc arrivent à passer et à traverser le col donc du vagin. Alors, à l'arrivée, maintenant, ça c'est donc la glaire cervicale dont on a parlé et qui va constituer une barrière pour les spermatozoïdes. Quelques-uns donc arrivent à passer à travers la cavité utérine, et dans ce cas-là, on aura donc d'autres phénomènes. Il y a quelques, si vous voulez, cellules qui vont faire ce qu'on appelle la phagocytose, qui vont phagocyter quelques spermatozoïdes et qui vont disparaître, ces spermatozoïdes. D'autres qui vont rester collés, attachés au niveau de la membrane, ici au niveau de l'utérus, et d'autres spermatozoïdes, quelques-uns, donc peut-être une dizaine, une centaine, qui vont arriver, donc qui vont prendre le mauvais chemin, qui va, si par exemple on a l'ovulation dans au niveau de l'ovaire droit, donc là les spermatozoïdes qui passeront à travers le côté gauche donc seront donc perdus, et quelques dizaines dans ce cas-là spermatozoïdes qui restent aussi bloqués au niveau de l'oviducte, d'autres qui vont arriver à passer, et à l'arrivée on aura donc une dizaine de spermatozoïdes qui entourent l'ovocyte. Et maintenant c'est là où il va y avoir si vous voulez, troisième, quatrième, cinquième sélection, qui va sélectionner un seul spermatozoïde à traverser la zone pellucide et à arriver au niveau du centre de l'ovocyte. Nous allons maintenant suivre, si vous voulez, notre spermatozoïde qui va arriver en contact avec la zone pellucide de l'ovule ou bien de l'ovocyte. Bon, premièrement, rappelez-vous qu'on a au niveau de la tête du spermatozoïde, on a ce qu'on appelle une cavité qui se trouve à ce niveau-là, qu'on a appelé l'acrosome. Donc l'acrosome, c'est quoi? C'est une sorte, ou bien c'est une sorte de sac en quelque sorte, qui est rempli d'enzymes. Ici en rouge, on les voit bien. On remarque très bien ici qu'on a une membrane interne de l'acrosome, et en vert ici, plutôt en rouge ici, on a une membrane externe de l'acrosome. Donc membrane interne de l'acrosome, membrane externe de l'acrosome et membrane externe du spermatozoïde. Et membrane externe, ou bien la membrane plasmique du spermatozoïde qui est en vert. Les sites de reconnaissance qu'on a déjà parlé, qui sont prêts à quelque sorte à reconnaître la zone pellucide de l'espèce humaine par exemple. Plus exactement, ce sont les ZP3 qui se trouvent au niveau de la zone pellucide, la membrane qui entoure l'ovocyte, et qui permet donc de reconnaître les ZP3. Donc ce sont les protéines de reconnaissance. C'est le premier contact, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, et c'est la première fixation du spermatozoïde. Donc c'est la première fixation du spermatozoïde grâce à ces sites de reconnaissance. Maintenant, nous allons un petit peu expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer une fois le spermatozoïde, la tête du spermatozoïde est collée au niveau de la zone pellucide? Bon, il faut dire que il y a plusieurs spermatozoïdes, une dizaine, qui tentent de rentrer
et de faire la même chose avec la zone pellucide de l'ovocyte. Parce qu'on a dit qu'on a plusieurs spermatozoïdes qui veulent faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître la zone pellucide. Maintenant, il y a un phénomène qui va se passer et qui va un petit peu bloquer les autres spermatozoïdes. C'est-à-dire, le premier spermatozoïde arrivera à, en quelque sorte, à se coller, les autres n'arriveront pas. Bon, je vais expliquer ici la structure de la zone pellucide, celle-là qui se trouve ici, en jaune. Elle est constituée d'un complexe protéique glucoprotéique. Donc on a des protéines, une chaîne de polypeptides avec des glucides. On a ici des glucides et ça va former ce qu'on appelle des chaînes ou bien une forme glucoprotéique. Maintenant, où se trouvent les ZP3? Les ZP3 sont là dans la chaîne protéique, d'accord? On a d'autres protéines qu'on appelle ZP2 et ZP1. Ça, c'est important. ZP1, c'est la protéine qui fait la liaison entre les chaînes protéiques de ZP2 et ZP3. C'est-à-dire ZP2 et ZP3 forment une chaîne, une deuxième chaîne, une troisième chaîne. Et la ZP1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie les différentes chaînes. Donc ça, il faut se rappeler de ça, ZP1, 2 et 3. Maintenant, je reviens sur la fixation primaire. Une fois le spermatozoïde est fixé, il va y avoir ce qu'on appelle la réaction acrosomiale. La réaction acrosomiale. Qu'est-ce que c'est la réaction acrosomiale? Qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous qu'on a dit lors de la décapacitation, le spermatozoïde, il va y avoir l'enlèvement du cholestérol. Et la membrane, au départ, elle était rigide. Si vous vous rappelez, la membrane extérieure du spermatozoïde, elle était rigide parce qu'il était verrouillé, protégé contre l'environnement externe, on a dit, parce qu'il va se déplacer. Et comme maintenant, il arrive au niveau des appareils génitaux de la femme, il va y avoir un lessivage ou bien un nettoyage et il va y avoir aussi l'enlèvement de ce qu'on appelle du cholestérol. L'enlèvement du cholestérol de la membrane, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc ça va permettre de rendre dans plus le déplacement des protéines membranaires. Et les protéines membranaires, ils vont se déplacer et quand ils se déplacent et avec l'enlèvement du cholestérol, il va y avoir donc la membrane, un amollissement si vous voulez de la membrane et la membrane elle devient mou. Yani tous les khfif à la membrane et comme elle est légère, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ce qu'on appelle une fusion membranaire entre la membrane externe de l'acrosome et la membrane plasmique du spermatozoïde, ce qui va y avoir une fusion membranaire. Cette fusion membranaire, ça va former ce qu'on appelle des vésicules. Voilà la fusion des deux membranes. Et comme il va y avoir la fusion de ces deux membranes, il va y avoir automatiquement la libération du contenu de l'acrosome. Donc les enzymes de l'acrosome, ils vont se libérer. Et là, on n'aura que la membrane interne de l'acrosome qui entoure la tête du spermatozoïde avec le noyau du spermatozoïde. Ça, c'est le noyau du spermatozoïde. Ça, donc, c'est la réaction acrosomique. Et ces enzymes-là sont de type de 3 enzymes et qui vont jouer un rôle important dans la pénétration, bien dans les étapes qui vont suivre. Une autre présentation de la réaction acrosomiale ou bien la vésiculisation de la membrane de spermatozoïde et la membrane externe de l'acrosome.
Donc là, vous avez les deux membranes. Enlèvement de cholestérol, déplacement des protéines, la membrane elle devient mou et dans ce cas-là, elle fusionne avec la membrane externe de l'acrosome. Libération de contenu de l'acrosome qui sont des enzymes et on aura donc la libération des enzymes de l'acrosome et le noyau il est là de spermatozoïdes protégé par la membrane interne de l'acrosome. Donc une fois la réaction acrosomiale, une fois la première fixation et la réaction acrosomiale, ça c'est le noyau du spermatozoïde, il va y avoir donc la destruction grâce à ces enzymes de ce qu'on appelle de la zone pellucide. Les enzymes de l'acrosome vont donc détruire la partie de la zone pellucide pour aider donc la pénétration des spermatozoïdes. Donc là, on voit bien la destruction de la forme de la zone pellucide, ZP2, ZP1, etc. Parce qu'elle touche la ZP1 et ces enzymes vont toucher la ZP1, ils vont donc libérer, si vous voulez, ou bien changer la forme de la zone pellucide. Donc ça va aider un petit peu le spermatozoïde à pénétrer à l'intérieur. Pour rentrer en contact avec l'ovocyte ou bien la cytoplasme ou bien la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Une chose importante à dire aussi, qu'une fois un spermatozoïde arrive à rentrer en contact avec la zone pellucide, il va libérer donc le contenu de l'acrosome, c'est la réaction acrosomiale, et par la suite la zone pellucide elle va changer de forme, et quand elle change de forme, elle va bloquer les autres spermatozoïdes à pénétrer à l'intérieur du spermatozoïde, à l'intérieur de l'ovocyte, grâce à un phénomène qu'on appelle le blocage de la polyspermie. Donc le blocage de la polyspermie par changement de l'enveloppe de la zone pellucide. Maintenant, on aura aussi un autre phénomène qui va bloquer la polyspermie, c'est-à-dire pour éviter que plusieurs spermatozoïdes fusionnent ou bien fécondent l'ovocyte. On a un blocage de la polyspermie. On appelle ça le blocage de la polyspermie. Et là, j'ai une autre présentation. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une autre réaction qui va aussi intervenir. C'est ce qu'on appelle la réaction corticale. La réaction corticale. Donc, la réaction corticale, c'est une réaction qui est induite par l'ovocyte et qui va bloquer en quelque sorte les autres spermatozoïdes à pénétrer. Comment? Une fois le premier spermatozoïde rentre en contact avec, il touche la zone pellucide, on a dit qu'il va y avoir transformation de la membrane de la zone pellucide grâce aux enzymes de l'acrosome et aussi grâce aux vésicules corticales ou bien les vésicules corticaux, si vous voulez, qui vont être se placer à la périphérie ou bien à la totalité ou bien à la périphérie de l'ovocyte et qui vont libérer encore d'autres enzymes qui vont attaquer cette zone pellucide pour qu'elle change de forme. Et quand elle change de forme, la zone pellucide, les autres spermatozoïdes n'arriveront plus à reconnaître ou faire la première fixation, à reconnaître les sites de reconnaissance de la zone pellucide. Donc ce qui fait qu'ils ne vont pas rester collés au niveau de l'ovocyte et un seul qui va pénétrer, un seul spermatozoïde qui va pénétrer. Donc la réaction corticale, c'est une réaction issue de l'ovocyte
à partir des appareils, la membrane endoplasmique dans le cytoplasme de l'ovocyte, ce sont des vésicules remplies d'enzymes et qui vont se placer tout au long de la membrane de l'ovocyte pour libérer une enzyme ou bien des enzymes qui vont détruire la forme de la zone pellucide et qui vont empêcher les autres spermatozoïdes à pénétrer, et ce qu'on appelle le blocage secondaire ou bien le blocage de la polyspermie. Maintenant, revenons à notre spermatozoïde qui est fixé, les autres sont bloqués. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois donc le contenu de l'acrosome est libéré, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc le contact de la deuxième membrane, qui est la membrane interne de l'acrosome, ici en bleu, et qui va rentrer en contact avec la ZP, ZP2. Donc la ZP2 c'est ce qu'on appelle la deuxième fixation. C'est ce qu'on appelle la deuxième fixation. Donc on a la première fixation avec la ZP3, mais une fois l'acrosome est libéré, la membrane est détruite, pour ne pas perdre le spermatozoïde et pour qu'il reste toujours fixé au niveau de la zone pellucide, la membrane qui est en bleu, celle-là, la membrane interne de l'acrosome, elle a des sites de reconnaissance de la ZP2. Et la ZP2, il va donc se fixer au niveau de la ZP2, ce qui va permettre de garder notre spermatozoïde fixé au niveau du de la zone pellucide. Maintenant, une fois fixé, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ensuite le rapprochement de notre spermatozoïde d'une manière oblique, c'est-à-dire d'une manière inclinée, de telle sorte que la membrane, si vous voulez, du spermatozoïde touchera la membrane de l'ovocyte. Il va y avoir une fusion membranaire, et qui va permettre donc la pénétration ensuite du noyau à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. Donc ça c'est important. Vous allez me dire pourquoi obliquement? Pourquoi il touche le spermatozoïde d'une manière oblique? Parce qu'il a besoin de cette membrane, parce qu'on a besoin de cette partie qui est ce qu'on appelle donc, vous avez ici la coiffe, ce qu'on appelle segment équatorial. Donc on a besoin de rentrer en contact avec, plus exactement, le segment équatorial pour permettre la fusion membranaire de l'ovocyte avec le spermatozoïde, et le noyau donc arrivera à pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte. Voilà, donc une fois les deux noyaux arrivent maintenant au centre, si vous voulez, de l'ovocyte, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va se passer ce qu'on appelle une fusion, ou bien un rapprochement des deux noyaux, et un faisceau, et il y aura donc si vous voulez, le déclenchement, si vous voulez, de la première division cellulaire, le début de la segmentation et l'alignement des chromosomes pour se préparer à la segmentation qu'on verra donc après par la suite, bien qu'il y aura beaucoup plus de détails au niveau de la fécondation, mais on a essayé donc de résumer tout ça d'une manière plus rapide, parce que je n'ai pas encore parlé de l'amphimixie ou bien de la karyogamie, on n'a pas parlé des astères, on n'a pas parlé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle quand le noyau est bloqué au métaphase 2, etc. On essaiera donc de donner plus d'explications par la suite
mais ça c'est la fin, si vous voulez, de la fécondation quand on arrive à la première division cellulaire de l'embryon. On rentre dans la segmentation qui est expliquée dans les vidéos, dans les vidéos qui vont venir par la suite.